Politique, la meilleure lecture de l'actualité politique de la semaine avec des invités qui font l'actualité. Terrain Politique. Sur Sabari FM. Bienvenue dans Terrain Politique. Alors je dis bonjour à Dr Ousmane Kaba. Bonjour. Alors, docteur, vous êtes encore une fois ici. Merci d'être venu. J'ai lu un peu dans la presse, vous étiez récemment à Dakar au compte d'une assise, au compte des assises concernant l'enseignement supérieur. Et de quoi il a été question, docteur Kaba, succinctement? Disons que j'ai été simplement voir le personnel de l'université de Dakar. Vous savez que l'université Kofi Annan et l'université de Dakar ont des relations depuis plusieurs années, des relations interuniversitaires, notamment en ce qui concerne la mobilité des enseignants. Nous recevons chaque année une quinzaine de professeurs agrégés de médecine pour renforcer la faculté de médecine de Kofi Annan. Parmi la quinzaine, il y a au moins une dizaine qui viennent de l'université de Dakar. Donc nous avons des relations très étroites. Il était bon que je me déplace moi-même. Nous avons discuté donc avec et le recteur et l'ensemble du personnel de cette université. C'est dans ce cadre-là que je me déplaçais à Dakar. Okay. Et je suis très content de leur coopération. Comme vous le savez, la faculté de médecine de Kofi Annan est reconnue à l'international. Nos diplômes sont valables sur le plan international, reconnus par le CAMES. Ça veut dire que tout étudiant qui a fait médecine à l'université Kofi Annan peut directement travailler dans un hôpital de Dakar ou de Paris ou n'importe où. C'est une très grande avancée que n'a même pas notre université nationale aujourd'hui. C'est vous dire que même un individu peut faire la différence. Une entreprise privée peut faire la différence au bénéfice d'un pays. Alors, c'est le président ou le fondateur de l'université Kofi Annan qui s'est déplacé pour Dakar, mais c'est aussi le président du PADES qui se retrouve à Dakar. Est-ce que vous avez mis l'occasion à profit pour rencontrer quelques militants de votre parti ou discuter de l'avenir de ce parti? Est-ce que ça a été question? Très peu, parce que je ne pouvais pas. Si je l'avais fait, j'aurais été complètement envahi vu le succès du PADES à Dakar. Vous n'avez aucune idée de l'espérance que le PADES soulève parmi nos compatriotes à l'extérieur. Lorsque j'organise des voyages pour voir des militants, je le dis à l'avance et nous nous rencontrons pour quelques heures. Mais là, c'était trop court pour ce genre de rencontre avec nos militants. Voilà. Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas trop si vos cadres, au moins les autres cadres du parti PADES sont actifs à l'intérieur du pays dans le cadre de la mobilisation, des préparatifs des prochaines échéances? Est-ce que vous êtes appelés de... Mieux que ça, nous continuons notre implantation sur toute l'étendue du territoire national. Il ne faut jamais oublier que le PADES est un nouveau parti. Ce n'est pas un parti des années 90 comme les grands partis qui existent maintenant, qui sont déjà implantés. Nous cherchons à nous implanter. Et Dieu merci, nous sommes présents un peu partout. Nous continuons ce travail de fourmi qui est assez difficile, mais nous avons la chance. Pourquoi ? Pour deux raisons au moins. D'abord parce que dans n'importe quel village en Guinée, vous avez toujours un ancien étudiant de Kofi Annan ou quelqu'un qui dit voilà, mes enfants ont étudié à Kofi Annan. Donc c'est un grand plus pour le parti. De l'autre côté, la plupart des leaders politiques ne sont plus crédibles en Guinée aux yeux des gens. Alors les Guinéens en pleine brousse se disent au moins voilà quelqu'un qui a fait quelque chose en Guinée, qui a bâti des écoles et qui a des plantations, qui mène des activités réelles sur le terrain. Je pense que ça réconforte les gens et c'est un grand plus pour le parti PADES. Zakaria? Oui, alors on va parler de l'homme. Faire la politique, vous me diriez que c'est un droit et c'est tout à fait normal. Mais vous, docteur Ousmane Kaba, que comptez-vous faire, réaliser, avec ou par la politique? Quelles sont vos visions? Écoutez, c'est une très bonne question parce que j'étais comme la plupart des Guinéens. Pendant très longtemps, j'ai boudé la politique. J'ai estimé que c'est des fausses activités. J'ai estimé que ce n'est pas le rôle de l'intellectuel. Nous sommes réfugiés à l'université et je faisais le travail d'économiste dans les administrations. Je ne me mêlais pas de politique. C'était une erreur parce que après plusieurs années, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, c'est l'homme politique qui décidait de tout.
et que l'universitaire que j'étais avait très peu de décisions dans le domaine des universités. Les médecins ont très peu de décisions dans le domaine de la santé et que l'essentiel, toutes les décisions revenaient à l'homme politique. Aussi bien en diplomatie qu'en médecine, qu'en travaux publics. C'est l'homme politique qui décide de faire les routes ou de ne pas les faire. Ce n'est pas du tout le financier. C'est l'homme politique qui décide de bâtir des universités ou de ne pas bâtir. C'est lui qui fixe les priorités. C'est lui qui détient les cordons de la bourse surtout. Là, c'est important parce qu'un gouvernement finance ses activités à travers un budget et le budget est détenu par le président de la République au premier chef et son gouvernement. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des gros problèmes que notre pays a toujours eu, c'est que les bonnes personnes, les intellectuels, les personnes véridiques, les personnes qui sont sincères, les gens les plus dynamiques ont toujours fui la sphère politique. En conséquence, la Guinée a souvent été dirigée par une classe, je dirais, la moins qualifiée. Vous ne parlez pas de vous, la question vous concerne personnellement. Non, mais ça concerne la politique. Non, ce n'est pas ma personne, ça concerne la Guinée, la marche de la Guinée. Je vous donne ma trajectoire personnelle. Y compris vous-même. Bien sûr. Jusque-là, vous parlez des autres. Non, pas du tout. Si, je vous ai dit. Vous parlez du gouvernement, vous parlez des autres. Mais vous, personnellement... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez bien le français. Bon, on essaie de comprendre. J'ai dit que je me suis retiré de la sphère politique. Oui. Je ne me suis jamais intéressé à la sphère politique, comme la plupart des Guinéens. J'étais réfugié dans l'administration comme économiste. Oui. J'étais réfugié dans les universités comme professeur. Et que ça nous a fait beaucoup de mal. Je me suis rendu compte, après un certain temps, que c'est les hommes politiques qui décidaient de tout. En tant qu'économiste, tous les conseils économiques que je donnais n'ont jamais été pris en compte pendant trop longtemps. Et finalement, je me suis révolté. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, moi-même, je vais être un homme politique pour pouvoir faire de la bonne économie et tirer la Guinée de l'ornière. Exemple terre à terre. En tant qu'économiste, j'ai toujours dit au président de la République, à tous ceux qui décidaient, que ce n'est pas bon de faire de la bauxite, il faut faire de l'alumine. Parce que c'est l'alumine, les usines d'alumine qui permettent d'avoir de la valeur ajoutée. Mais ça n'intéresse personne. On a continué à exploiter la bauxite à l'état brut. La bauxite ne va jamais développer la Guinée. Et moi, économiste, je suis tout le temps accusé pour dire, vous êtes expert, vous avez tous les diplômes de l'université de Harvard, de Sorbonne, et regardez où est votre pays. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, je me suis révolté. Je dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Faisons un peu comme le Sénégal. Que les meilleurs d'entre nous fassent de la politique. Que des agrégés d'université s'investissent en politique. Mais en termes de conseil, vous avez conseillé de réaliser Kaleta, qui a été effectivement réalisé, n'est-ce pas? Mais après quelle bataille? Ouais, mais il m'a fallu combien de mois pour me battre? C'est parce que... ça a été fait quand même. J'ai été persistant. Ouais. Pendant plus de 3 mois, le président de la République ne voulait pas entendre parler de barrage Kaleta. J'avais le financement que j'avais amené de la Chine. C'est parce que je suis persistant, c'est parce que je me suis trop impliqué. Finalement, il a cédé après 3 mois de combat. Quels sont les cadres aujourd'hui qui peuvent faire des mois de combat contre le président de la République? Il n'y a que des bénis oui aujourd'hui. Est-ce que le projet Kaleta est l'apanage du seul docteur Ousmane Kaba? Non, pas du tout. Ouais. Mais simplement, j'étais le chef de la mission en Chine. Et j'ai négocié avec les Chinois, avec mon équipe. Je ne suis pas seul, j'étais avec M. Keita, j'étais avec Mme Baldé. Hein? On a négocié ça et on a amené ça sur un plateau d'argent. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre le gouvernement. Le président de la République ne voulait pas entendre parler de ce Kaleta. J'ai dû lui expliquer ce que c'est qu'un barrage et qu'est-ce que ça rapporte à un pays. Après une bagarre de plus de 3 mois, et on a accepté et cela s'est passé. Donc en conclusion, oui. Sur votre question, je n'ai pas voulu faire de la politique, je voulais être un économiste professionnel pur. Je me suis rendu compte que ce n'est pas payant pour un pays. Et que la seule façon de promouvoir le développement économique, ce n'est pas d'engranger seulement tous les diplômes, mais c'est aussi de faire de la politique et d'avoir le pouvoir politique. C'est pour ça que j'ai décidé d'être président de la République. Donc vous êtes un politicien par accident? Mais bien sûr, par frustration, je dirais. Par frustration. Et j'en profite toujours pour lancer vraiment l'appel aux Guinéens, les meilleurs d'entre nous. Ils sont très nombreux dans ce pays. Des médecins extraordinairement bons.
vous avez des professeurs d'université, des agrégés, toutes ces bonnes personnes. Je vous en prie, venez à la politique, ne laissez pas la politique aux médiocres dans notre pays. Oui. Faisons comme le Sénégal, où nous avons des agrégés qui sont présents de la République. D'accord. Alors, venons-en au débat qui fait rage actuellement en Guinée, à savoir la modification constitutionnelle. Alors, ça fait débat et tout le monde en parle, y compris vous-même. Vous avez d'ailleurs eu à intervenir en direct depuis Dakar sur une radio locale à Cancan. Tout à fait. Au cours de laquelle intervention, vous avez admis le principe du droit de l'État de modifier la Constitution, mais vous avez posé des questions en ce qui concerne le moment, la période de révision, de modification de la Constitution. Alors, est-ce que oui ou non, l'État est en droit, pour vous reprendre, de modifier la Constitution ou d'élaborer une nouvelle Constitution, étant donné que le président en poste est en fin de mandat? Voilà, c'est une très très bonne question. Parce que le débat est biaisé dans la cité. Lorsque nous disons non à la modification constitutionnelle, les gens disent non. Tout le monde a le droit, le président de la République a le droit de modifier la Constitution ou d'initier une nouvelle Constitution. C'est vrai. Je crois que personne n'a remis en cause le droit du président de la République de proposer une nouvelle Constitution ou de modifier la Constitution qui existe. La question n'est pas là. La question c'est pourquoi on veut modifier la Constitution? Première question. Quand est-ce qu'il faut prendre cette initiative de modifier la Constitution? Voilà les deux questions fondamentales. Lorsqu'on est président de la République pour ce cas précis, il a juré de faire respecter la Constitution en 2010. Cette Constitution, ce n'est pas lui qui l'a élaborée. Nous avons hérité de la transition militaire, avec le Conseil national de transition CNT, qui représentait un peu l'ensemble des forces vives de ce pays. Ils ont réfléchi, quel était le syndrome de la Guinée, quelle était la grande peur de la Guinée. C'était la confiscation de la liberté à l'époque. Nous sortions du long régime de Lansana Conté, où le peuple s'est battu contre une nouvelle constitution et la présidence à vie. C'est dans ce contexte que la nouvelle constitution a été élaborée par l'ensemble des forces vives. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des verrouillages pour assurer qu'on ne refera plus jamais ça. Le président de la République a juré sur la constitution, fidélité à cette constitution. En fait, il était entendu qu'il devait proposer cette constitution, quel que soit le président qui avait été élu. Ce président devait proposer cette constitution au référendum. C'est ça qui était convenu. Et lorsque lui, il a été élu président de la République, il a complètement oublié de proposer au référendum la Constitution. En fait, il avait son agenda caché. Le débat constitutionnel, il ne l'a pas posé en ce moment-là. Il attend la toute dernière année où vous devez partir pour dire « Ah, j'ai oublié. D'ailleurs, la Constitution là n'est pas bonne. » Elle n'est pas bonne alors que vous avez juré fidélité 2 fois sur la même Constitution, vous avez tiré la légitimité de votre présidence sur la même Constitution, et c'est au moment de partir, oui. Encore le moment c'est important, c'est au moment de partir que vous voulez changer les règles du jeu. Je dis toujours, c'est comme un match de football de 45 minutes. Vous n'attendez pas la 44e minute pour dire maintenant, le match c'est 60 minutes. Oui. Oui, si vous le faites, personne ne va comprendre. Oui. Ça, c'est le premier aspect. Oui, si vous permettez. Oui, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Vous avez demandé pourquoi, alors que là, le droit, tout le monde se lève. Les gens se lèvent parce que ce n'est pas le moment. Première réponse. Les gens se lèvent parce que l'objet n'est pas précisé. Et nous avons tous le gros soupçon que l'objet, ce n'est pas de pallier à certaines insuffisances. Il y en a dans toute constitution en réalité. Dans notre constitution, par exemple, la société civile n'est pas permise de se présenter à l'élection présidentielle. Il faut venir d'un parti politique. Ça, c'est des choses à revoir. Il faut que les candidats indépendants puissent venir. Donc le débat, ce n'est pas sur ces choses-là. Pourquoi il le fait? C'est pour changer juste ce qui concerne le président de la République. Voilà. Donc l'objet, on ne fait pas une loi pour s'accommoder. On ne fait pas une loi pour avoir des avantages personnels. La loi doit être impersonnelle. Si aujourd'hui le président de la République dit « Je veux dîner que nous regardons cette constitution parce que moi je m'en vais. J'ai à cœur de léguer à la Guinée une meilleure constitution, mais il n'y aurait pas de débat.
Tout le monde serait d'accord. Mais la question que je pose, et ça, la question que je pose, docteur, pour rebondir, est-ce qu'il y a un moment précisé dans la Constitution pour revoir une Constitution? Non, ce n'est pas. Est-ce qu'on a le droit de réviser en début ou à la fin du mandat? Est-ce qu'il y a une précision? Vous avez le droit, nous aussi on a le droit de se battre contre vous parce que vous avez des arrière-pensées. Parce que vous n'êtes pas sincère. Si vous l'étiez, vous l'aurez fait en début de votre mandat. Voilà. Donc il y a le temps. La meilleure réponse, je suis d'accord que l'opposition que vous êtes avait le droit justement de contester et de vous battre justement pour barrer la route à toute volonté d'aller vers un troisième mandat. Mais j'ai comme l'impression que l'opposition ignore aussi l'importance, en tout cas, des urnes, parce que ça pourrait passer aussi par là si jamais il y avait un référendum aujourd'hui, et si l'opposition essaie de mobiliser ses électeurs, mais le président, ce projet peut perdre aussi. Ouais. Mais on n'entend pas l'opposition dans ce sens-là. Ouais, la campagne du non. Il y a une très bonne raison. Parce qu'on triche pendant les élections ici à mort. Vous avez vu les dernières élections, avec combien de contestations? Uniquement des élections locales, qui n'auraient même pas dû donner lieu à des contestations. Donc quand vous avez des acteurs, où l'un est à la fois joueur et arbitre, et vous voulez prolonger le match avec ça, mais vous avez des problèmes. Mais il y a une cellule. Même il y a une solution de la cellule. Il y a une cellule. Il y a une nouvelle composition de la cellule. Bien sûr, théoriquement on le sait, il y avait toujours la cellule, mais ça n'a pas empêché de faire des tricheries à grande échelle. C'est vous qui demandez chaque fois de recomposer la cellule. La dernière fois, si vous vous souvenez, je me suis plaint ici à l'issue des élections locales. Je vous ai expliqué dans quel contexte les gens avaient des centaines de bulletins vides. Les sous-préfets, les préfets se sont mêlés d'élections, on dirait des agents électoraux. On a triché à grande échelle. Et lorsque nous avons voulu nous plaindre, d'abord il n'y avait plus d'avocats dans la ville, ils étaient tous commis par le RPG Arc-en-Ciel. Et ensuite le président a refoulé la plainte en disant que le délai de 72 heures était passé alors qu'on était dans les 48 heures de délai. Donc il y a tellement d'obstacles. Il y a tellement d'obstacles. Les élections sont tellement truquées que on se dit que, écoute, pourquoi discuter de ça? Donnons-lui le droit de se présenter, le droit d'avoir, parce que ça fait partie des intangibilités. D'accord. Ça fait partie des intangibilités de la Constitution. Si vous permettez, donc l'autre question que moi je me pose, c'est celle de savoir pourquoi l'opposition et même, disons, le gouvernement ne se mettraient pas ensemble pour justement définir les contours liés à une révision ou non de la Constitution. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, il manque un cadre de dialogue où les acteurs viendront débattre ça de façon beaucoup plus logique, au lieu que le débat ne soit comme ça dans les radios, dans les cafés, etc. Logiquement, le débat aurait dû se faire à l'Assemblée nationale, qui elle-même est périmée. C'est périmé, cette assemblée. Elle ne représente plus que le président de la République parce qu'ils sont là-bas par volonté d'un décret présidentiel. Voilà. Donc les institutions sont affaiblies aujourd'hui. Quelles sont les institutions qui marchent correctement en Guinée? On n'a même pas été capable de mettre en place la haute cour de justice qui devait justement juger les écarts de la classe dirigeante. On a refusé systématiquement de le mettre. Les autres institutions qui existent, la Cour constitutionnelle est affaiblie, elle a été amputée de sa tête, il a fallu faire repousser une nouvelle tête, comme le démon, n'est-ce pas? Et la Cour des comptes, on a mis quelqu'un qui devait être lui-même contrôlé, et la Cour des droits, l'institution nationale des droits de l'homme aussi exerce sans budget depuis combien d'années? Voilà, donc toutes les institutions sont affaiblies. Et quand on fait cela, le débat se transporte dans la rue. Moi j'ai du mal, franchement. J'ai envie de comprendre l'opposition que vous êtes. C'est vrai que vous, le PADES, sa position sur la prorogation du mandat des députés est connue. Vous ne siégez pas, vous n'avez pas décidé de retourner à l'Assemblée. Mais par contre, vos collègues de l'opposition siègent à l'Assemblée. Ouais. On pense que c'est biaisé. Mais quand on parle justement de ce projet de référendum, personne ne veut accepter. Encore, vous dites, je vais justement repartir avec votre exemple du match de football, vous acceptez l'arbitre, mais vous n'êtes pas prêt à accepter les résultats. La CENI, l'opposition l'a accepté, sa recomposition, on l'accepte,
Mais on n'est pas prêt quand on n'est pas prêt à accepter les résultats auxquels parviendra cette CENI. Non, on ne présente pas le problème de cette façon. Mais lorsque vous avez dans un match de football, on vous siffle penalty alors que vous avez touché le ballon au centre du terrain, vous réfléchissez à 2 fois. Vous n'êtes pas dans les 18 pour qu'on vous tire penalty, vous avez touché le ballon au centre du terrain, l'arbitre quand même vous siffle penalty. Mais je pense alors donc vous réfléchissez à 2 fois avant de faire confiance au même arbitre. Ouais. Ça vous partez loin, on n'a jamais sifflé un penalty alors que le ballon a été touché au milieu du terrain. Mais si, lorsque le sous-préfet qui est censé être le match qu'on a contesté, oui, bien sûr, lorsque le sous-préfet qui est censé ne jamais se mêler de politique se mêle de vote devant tout le monde, le préfet qui est censé être neutre parce qu'il représente l'administration se mêle de vote. Ils vont même faire les réunions du RPG arc-en-ciel devant tout le monde. La loi est censée régler tout ça. Mais bien sûr, mais est-ce que la loi règle ça? Bon. Vous portez plainte. C'est cela. Moi, lorsque j'ai voulu porter plainte, le juge a dit que le délai était passé. J'étais dans les 48 heures, alors que la loi stipule que c'est dans les 72 heures. Alors, ce que je vous reproche, c'est que vous n'avez pas pu, Dr Kaba, empêcher votre nouvel allié, l'UFR, à siéger à l'Assemblée nationale, alors que vous étiez farouchement contre à ce que les députés retournent à l'Assemblée. Est-ce que vous avez fait des efforts dans ce sens? Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Parfaitement d'accord avec vous, ça affaiblit notre position. À l'époque, j'ai conseillé et à l'UFR et à l'UFDG tout ce qui concerne l'opposition. Nous, au niveau de l'opposition démocratique, les autres au niveau de l'opposition républicaine, nous avions conseillé de s'abstenir d'aller à l'Assemblée nationale. Pourquoi? D'abord parce que notre mandat était fini. Il fallait obliger la CENI et le gouvernement à faire les élections législatives le plus rapidement possible. Et non s'engouffrer dans cette brèche en tenant compte de ce que dit le règlement intérieur, qu'on peut rester là en attendant la nouvelle Assemblée nationale. Mais ça, c'est dans un contexte normal. C'est ça le contexte d'une loi, l'esprit d'une loi. La loi nous dit, lorsqu'il y a une nouvelle élection, avant que les nouveaux députés ne prennent fonction, pour éviter le vide institutionnel, vous pouvez rester. Voilà l'esprit de la loi. Mais lorsque vous avez votre mandat qui est terminé et qu'il n'y a même pas de date à l'horizon et que le gouvernement et la CENI ont systématiquement refusé de faire de nouvelles élections, il n'y a aucune raison d'aller à l'Assemblée nationale en évoquant ce règlement intérieur parce qu'il n'est pas dans l'esprit de ce règlement intérieur. Voilà ce qui s'est passé. Vous êtes un homme frustré. Je dis, par rapport à ça. Je dis, c'est pas moi, c'est pas une affaire personnelle, c'est la Guinée. Oui, moi j'ai dit, vous avez conseillé, nous avons discuté avec nos partis et nous avons conseillé à tous les autres opposants de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Mais je dois reconnaître que certains leaders, comme l'UFR, ils ont essayé, mais les députés ne voulaient pas renoncer à leur avantage. Beaucoup de députés ont systématiquement, ils étaient prêts à désobéir à leur chef parce qu'ils sont bien payés. Donc à titre personnel, Sidya Touré ne voulait pas retourner à l'Assemblée. C'est ce que je crois. C'est ce que j'ai cru comprendre dans cette déclaration. Voilà. Donc il y a beaucoup de députés qui n'ont pas voulu, mais qu'à cela ne tienne, moi j'aurais souhaité que les leaders fassent des déclarations de principe. Voilà, même s'ils n'étaient pas suivis. Hein? C'est une erreur politique à mon avis. C'est quelque chose que nous avons déploré. Moi j'ai expliqué à tout le monde à l'époque qu'il fallait créer le vide institutionnel. Non pas pour déstabiliser la Guinée, mais parce que ce vide institutionnel aurait provoqué automatiquement un embargo financier et un embargo diplomatique. Sous la pression internationale, et le gouvernement serait obligé, avec la CENI, de faire les élections législatives le plus tôt possible. C'était ça l'objet de notre démarche. Je dois reconnaître que je n'ai pas réussi à entraîner les autres opposants, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça nous affaiblit dans notre revendication collective. Absolument. Pour la défense de la Constitution. Alors, docteur, vous voulez que les autres députés ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Vous êtes dans la même dynamique. Vous avez refusé de retourner à l'Assemblée nationale. Et au même moment, à vous entendre, on a l'impression que vous avez affaire à un régime qui ne respecte pas la loi. Alors,
Le fait pour vous, députés, de quitter l'Assemblée nationale, est-ce que ce ne serait pas une façon d'ouvrir une brèche au pouvoir en place pour faire passer ce projet de nouvelle constitution? Parce que vous le savez, il n'y a que le chef de l'État peut proposer une révision, mais aussi ça peut venir du Parlement. Et c'est par le Parlement que ça doit passer. Non, pas du tout. Vous savez que pour faire passer une révision constitutionnelle, même la proposition d'une révision, il faut les 2 tiers. À noter d'ailleurs que la mouvance parle de l'élaboration de nouvelles constitutions. Attendez, il faut les 2 tiers de l'Assemblée nationale. Sur 114 députés, il faut au moins 76. Je rappelle que le RPG Arc-en-Ciel n'a que 53 députés. N'a même pas la majorité simple. Pour faire passer une loi simple, le RPG Arc-en-Ciel est obligé de s'allier avec beaucoup d'indépendants. Vous comprenez? Donc, c'est une représentation qui n'est pas très forte, qui n'a pas la majorité du tout, non que 53 députés sur 114. Donc, il est hors de question de faire passer par l'Assemblée. Mais vous, députés, vous avez des suppléants. Est-ce que ces suppléants ne pourraient pas vous représenter une fois que vous quitterez l'Assemblée nationale? Non. On ne pourrait pas passer par ces suppléants pour faire passer le projet? Non, c'est le parti. Vous représentez un parti, votre suppléant aussi. Si vous démissionnez, vous dites je m'en vais, je ne vais pas. Peut-être que les partis d'opposition que vous êtes n'ont pas la garantie que ces suppléants pourraient justement suivre. Vous venez d'évoquer le cas par exemple de l'UFR où les députés étaient eux-mêmes prêts à désobéir à leur leader. Écoutez, la vie c'est des principes, moi je pense. La vie c'est l'éthique, la vie c'est les décisions. Chacun doit assumer ses décisions. Moi, à leur place, j'assumerai ma décision de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Quitte à certains députés de me désobéir, eux aussi paieront le prix pour cela. Hein? Nous sommes des êtres humains. Ça veut dire que nous sommes condamnés à la liberté. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'existentialiste, ne pas choisir, c'est également choisir. Voilà, on ne peut pas échapper. La liberté est notre fardeau d'humain. C'est bien dit, docteur. Moi, je me rappelle, même au moment où les députés siégeaient encore, je me disais qu'il y a des situations dans le pays, le boycott des travaux de l'Assemblée aurait pu permettre justement de faire fléchir l'Assemblée ou le gouvernement par rapport à certaines des positions ou des décisions qui étaient prises à l'époque, au moment où vous siégez dans les conditions normales. Maintenant que nous avons dépassé cela, docteur, maintenant que les députés de l'opposition ont accepté de retourner, et vous êtes dans une coordination de toutes les façons, vous, leaders politiques qui siègent ou pas à l'Assemblée, quelle va être la dynamique maintenant que vous allez engager justement pour travailler dans ce sens-là, parce que vos amis ou vos collègues ont accepté de retourner à l'Assemblée nationale en avançant des arguments comme quoi ne pas aller aussi se donner la voix au président, etc. Maintenant que cela est fait, nous ne sommes plus là, nous sommes dans une autre dynamique où vous êtes tous les jours autour de la table avec ces leaders politiques-là. Quelle va être cette dynamique maintenant que vous comptez mettre en place pour vos futurs combats politiques? Surtout pour barrer la route à un éventuel troisième mandat. Je pense que vous avez raison, mais on va distinguer les deux situations. La première situation, c'est la convergence de l'opposition démocratique, où nous sommes un certain nombre d'alliés de toutes les régions naturelles de la Guinée pour mettre fin à la bipolarisation ethnique du débat politique. Vous l'avez dit ici. Hein? Donc ça marche très bien. De l'autre côté, nous avons fait le front contre le troisième mandat. Et d'ailleurs, il faudrait expliquer un tout petit peu le terme troisième mandat. Il ne s'agit pas ici de troisième mandat au sens juridique, qui ne viendrait que d'une révision de la Constitution. Quand il y a changement de Constitution, quand il y a glissement de mandat, tous ces deux autres schémas, nous les appelons tous troisième mandat. Donc ce n'est pas juridique là. Hein, parce que juridiquement, le troisième mandat, c'est simplement lorsqu'il y a révision de la Constitution, notamment l'article 27 qui limite à 2 le nombre de mandats. Si on révise cela pour aller à 3 mandats, on parlerait en ce moment de troisième mandat. Mais comme la Constitution est verrouillée, on dit non, on va introduire une nouvelle Constitution. Mais en prenant soin dans la nouvelle Constitution de déclarer que même si vous avez été président, vous avez été dans la 3e République et que maintenant on est en train de faire la 4e République, vous êtes maintenant un nouveau bébé tout neuf et que vous pouvez encore continuer à gouverner. Le glissement de mandat un peu comme en RDC avec Kabila, c'est de dire le mandat est terminé,
je reste quand même président jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Un peu comme on fait le glissement avec l'Assemblée nationale. C'est pour ça, moi, j'ai dit que ce n'est pas bon parce que ça fait jurisprudence et qu'on pourrait arriver à la même chose. Alors, tout ça, nous appelons le terme générique de troisième mandat. Donc, ce n'est pas tout à fait juridique, mais l'idée est très simple. Ça veut dire que la même personne va rester au pouvoir. Au-delà de 2020. Voilà. Donc, c'est une présidence à vie que nous combattons aujourd'hui. D'autant plus que, je me rappelle, dans les années 90, nous nous sommes élevés violemment contre le général Lansana Conté ici, y compris avec le RPG, pour combattre le koudaïsme. Vous vous souvenez? On a fait des grandes manifestations. J'étais partie prenante avec M. Sidi Touré et les autres leaders, avec les gens du RPG Arc-en-Ciel. On s'est battu contre ça ici. Et finalement, on a gagné. Et on a fait des élections libres et démocratiques. On a dit, voilà, la démocratie guinéenne va avancer. D'accord. Alors, celui qui est venu encore veut nous faire retourner en arrière pour nous remettre dans les mêmes combats. Alors qu'on a juré 2 fois. Ouais. Quand on jure 2 fois et que l'on ne fait pas ce pourquoi on a juré, on appelle ça en français parjure. Alors, la question que je pose, docteur, est-ce que le parti PADES s'inscrit dans la logique du combat de la rue ou du combat d'idées? Quel est le chemin que vous allez emprunter en tant que PADES dans le cadre de la lutte, bien sûr, contre un éventuel troisième mandat? Évidemment, comme tous les partis, nous nous battons d'abord pour convaincre les citoyens. Donc c'est déjà un combat d'idées. Mais ce combat d'idées, s'il n'a pas d'issue, ça n'empêche pas non plus de descendre dans la rue aussi. Ça aussi, c'est un autre combat d'idées, mais pas dans la violence. Ouais. Nous ne sommes pas du tout dans la violence. Mais on essaye. En général, la rue, c'est assimilé ces derniers temps la violence. Non, ça ne devrait pas l'être. Oui, normalement. Nous avons vu, malheureusement, en Algérie, là, on a pu changer tout un pays sans qu'il y ait une goutte de sang, sans qu'il y ait de la violence. Sans jet de pierre. Donc, il faut que, absolument, sans jet de pierre, sans violence de part et d'autre. Donc, il faut que la Guinée apprenne à exprimer ses opinions sans la violence. Mais docteur, vous cherchez, tu permets rapidement, vous cherchez justement à convaincre les citoyens, vous cherchez à parler au nom du citoyen, mais pour ce cas précis, pourquoi vous êtes opposé à ce qu'on laisse aux citoyens se prononcer? Vous aurez dû vous battre aussi pour dire, écoutez, rasons tout ça, nos armes là, et allons-y vers ces citoyens pour les dire, votez oui ou non pour une nouvelle constitution. Pourquoi cette voie-là, vous ne voulez pas? Pour compléter sa question, docteur, parce qu'au même moment, vous acceptez quand même d'aller avec cette CENI, avec ces fichiers, pour les autres élections législatives, communales, présidentielles. Non, pour le référendum, vous dites non. C'est une discussion. D'abord, le référendum, ce n'est pas l'élection qui a la priorité. L'élection qui a la priorité, c'est les élections législatives qui attendent depuis combien de temps? On ne va pas sauter pour aller aux élections, au soi-disant référendum, pour maintenir un seul homme au pouvoir. Donc j'ai dit, on n'a pas l'habitude de le faire en Guinée, on va même pas l'accepter. On ne va même pas l'accepter. Faisons d'abord les élections législatives. C'est ce qui est constitutionnel. D'accord? Et je dis, encore pour me résumer, personne ne dénie au président de la République ou au gouvernement le droit de proposer un référendum. Déjà, ça c'est une question de principe. Mais on se bat contre pourquoi? Parce qu'il a attendu la dernière minute. Ça, c'est le timing. Vous soupçonnez des intentions malveillantes. Attention, parce que l'objet... Non, il a attendu la dernière minute. Nous sommes à la fin du second et dernier mandat. Oui, bien sûr. Non, nous sommes en 2019, là. En 2020, ça prend fin. Depuis plus de 10 ans maintenant qu'il est là. Vous soupçonnez des arrière-pensées. Deuxièmement, non, d'abord le timing. Et deuxièmement, l'objet que nous avons compris, c'est juste pour que la même personne reste au pouvoir. Ça, c'est des préjugés, docteur. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas non, attendez. Ça peut être attendez. Il peut déclarer autrement qu'il n'est pas intéressé. Si vous permettez, bien sûr. Voilà. Jusqu'à ce jour, le président de la République n'a jamais dit son intention clairement. Oui. Mais il a toujours dit quand même, c'est le peuple. Ça veut dire, je vais au référendum. C'est pour ça que c'est des préjugés. Attendez. Non, c'est pas des préjugés. Ok, allez-y. Parce que nous avons des ministres autour du président de la République. Nous avons des hauts cadres de l'État autour du président de la République qui font tous les jours campagne pour un troisième mandat, au vu et au su de tout le monde. Et d'ailleurs, ça me fait rire. Regardez, celui qui fait campagne pour un troisième mandat, c'est lui qui doit aller en prison. Parce qu'il est contre la loi actuelle, la Constitution qui dit 2 mandats. C'est ce passe-là qui se passe, mais ceux qui disent non au troisième mandat, qui sont conformes à la légalité, qui sont conformes à la loi, qui sont conformes à la Constitution,
C'est eux qu'on prend pour les faire emprisonner. Sauf que la nuance, donc, eux, ils ne parlent pas de troisième mandat, ils parlent d'élaboration d'une nouvelle constitution. Et ça, c'est pas une violation de la loi. Ils disent troisième mandat. Laissez tomber. C'est le générique, comme vous l'avez dit. Ça à la télé un peu partout. Hein? Et alors, je vous donne un exemple. Nous avons eu le même cas au Niger. Le président Youssoufou, qui est d'ailleurs un ami de notre président, notre grand, vénéré et respectable grand frère président, qui a partagé un bout de lutte qu'il a menée. Et oui, parce que rappelons quand même que notre président a 40 ans de lutte pour la démocratie. C'est énorme. Hein? Et c'est lui qui a fait les grandes déclarations au temps de Conté ici pour dire qu'on ne va pas accepter la révision constitutionnelle pour mettre un homme, pour l'éterniser au pouvoir. C'est lui qui l'a dit. Il nous a tous mobilisés ici. Les temps ont changé. Hein? Surtout les places ont changé. Alors, donc, au Niger, avec le président Youssoufou, lorsque les gens ont commencé à dire troisième mandat, il a dit, attendez là, j'entends autour de moi troisième mandat. Le premier qui va parler de troisième mandat est anticonstitutionnel. C'est un attentat à la Constitution, on le met en prison. Voilà ce que lui il a dit. Ouais. Il dit tous ceux qui parlent troisième mandat, on va les mettre en prison. Depuis lors, personne n'a parlé de troisième mandat. Ça c'est la réalité au Niger. Donc c'est exactement dans la même situation que nous sommes. Le président de la République aujourd'hui, s'il se lève pour dire tous ceux qui parlent de troisième mandat sont anticonstitutionnels, comme on le dit au Burkina, c'est un attentat contre la Constitution. Alors, docteur, cette autre thématique, la retraite annoncée de la CENI à Kindia, du côté de Kindia, est-ce que ça vous rassure que la CENI se retire pour peaufiner un projet de chronogramme en vue des prochaines échéances législatives? C'est un progrès. C'est un progrès. Il faut que la CENI propose devant tout le monde un chronogramme. Il laisse la responsabilité au gouvernement d'accepter ou de ne pas accepter, de financer ou de ne pas financer. Voilà. Donc nous applaudissons des deux mains. Au lieu de nous parler d'un soi-disant référendum, on doit faire des législatives parce que cette Assemblée nationale est périmée. Voilà. Cette Assemblée nationale, par la volonté d'un décret, ne veut rien dire. Il ne représente plus là-bas le peuple de Guinée. Docteur, le glissement du mandat des députés déjà constaté, pour vous, quel serait le meilleur chronogramme pour ces élections législatives? Et le plus tôt possible. C'est-à-dire que je n'en sais rien, ça dépendra de l'établissement. Avant la fin de l'année, en tant que politique... Ouais, bien sûr, avant fin 2019, il faut absolument que ces élections législatives se tiennent avant la fin de 2019. Il y a des politiques qui s'élèvent pour réclamer et exiger même la révision du fichier. Et du point de vue de la loi, la révision du fichier intervient au 1er octobre pour finir au 31 décembre. Alors, si on agit comme ça, je vois mal comment on pourrait tenir le délai que vous souhaitez. Alors, pour compléter, est-ce que le PADES... Est-ce que les lois là sont... Le PADES est d'accord à aller avec ce fichier? Si c'est la nouvelle loi, non, c'est le code. Non, c'est connu. Ça, c'est connu. C'est de ça, je dis. Ça, c'est consacré. Hein? C'est ce que je dis. On fait toujours exprès de laisser glisser ici les calendriers. Docteur, vous voulez aller le plus vite possible aux élections législatives. Est-ce que cela sous-entend que le PADES accepte d'aller avec le fichier existant? Avec le fichier actuel. Écoutez, au niveau de notre parti, on n'a pas encore tranché. C'est des discussions qui sont en cours au niveau de notre exécutif. Il y a eu un travail qui a été fait sur le fichier. Il y a des recommandations qui ont été faites. Pas du tout. Je sais qu'il y a eu l'audit du fichier. Je sais qu'il y a eu des recommandations. Il va falloir mettre ces recommandations en œuvre très très rapidement. De toute façon, et puisque cela n'est pas logiquement, on devrait toujours reviser le fichier électoral. Ne serait-ce que parce qu'il y a des enfants qui atteignent l'âge de voter et qu'il y a des adultes qui disparaissent. Oui. Bien qu'il y a certains enfants qui disparaissent aussi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais beaucoup de personnes meurent, ils sortent du fichier. Et beaucoup de jeunes sont à maturité, ils rentrent dans le fichier. Prendre ceci en compte, c'est déjà une révision. Docteur, donc, ça doit être automatique. L'autre question que moi je voudrais me poser, on a plus que 3 minutes. Justement, c'est de vous demander, parce que je vois surtout en vous et en d'autres d'ailleurs, cette volonté d'aller coûte que coûte aux élections. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'après cette élection législative, si nous avons une nouvelle Assemblée nationale, ça peut être un motif pour bloquer justement ce que vous avez appelé en termes génériques tout à l'heure, le combat pour le troisième mandat? Voilà.
Est-ce qu'une nouvelle Assemblée 20% nationale... Assemblée nationale, le troisième mandat ne passera pas. Parce que simplement, je vais vous dire la raison. Parce qu'en Guinée, nous avons une nouvelle génération de jeunes gens. C'est votre génération. Qui sont prêts à se battre pour maintenir les acquis démocratiques. Parce qu'on ne peut pas accepter que la Guinée retourne en arrière après des années de combat. Hein? Nous avons pris l'un de ces combattants pour les mettre à la tête. Mais on ne va pas faire comme si c'est la Guinée qui naissait aujourd'hui. Personne n'est prêt à accepter un quelconque troisième mandat de qui que ce soit. Surtout que le bilan n'est même pas reluisant. Même s'il l'était. Parce que la question démocratique est différente de la question du bilan. Attention, il y a une partie du peuple qui réclame. Attendez. Vous ne pouvez pas dire personne. Par principe, je dis, la question des mandats est différente de la question d'un bon ou d'un mauvais bilan. Si vous êtes bon, vous partez. Vous êtes mauvais, vous partez. Dans tous les cas, vous partez. C'est ce que dit la loi. C'est ça les règles de la démocratie. C'est ça les règles de la démocratie. Alors, maintenant, si vous êtes l'alternance, ça ne fait pas toute la démocratie, je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a pas de démocratie non plus sans alternance. Voilà. Alors, voilà qui est bien dit. Peut-être une toute dernière question. Oui, c'est Cassie, qu'il est déjà l'heure de la pause commerciale. le combat que l'opposition, avec le PADES bien sûr, va mener sur le terrain dans le cadre de ce nouveau projet de constitution. Il y a peut-être deux volets. Le combat d'idées, vous l'avez évoqué, vous êtes en train de le faire maintenant. L'autre combat, c'est le combat sur le terrain qui va porter sur les manifestations de rue. Sauf qu'en Guinée actuellement, toute manifestation est interdite. Comment vous comptez vous y prendre? Non, ça c'est des discussions en cours. C'est la stratégie. Je ne vais pas vous parler de stratégie. Ce que je sais, c'est que nous préparons tous. Hein, puisque l'autre patron a dit qu'il faut se préparer à l'affrontement. D'accord. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, on va quand même dire un mot sur le symposium minier qui vient de s'achever à Conakry. Et qui a attiré beaucoup de monde quand même du côté de l'extérieur. Alors, 600 participants venus d'une quarantaine de pays, docteur. Voilà. Votre lecture, est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qu'un tel symposium minier peut apporter à notre économie minière? Écoutez, c'est très bien beau un symposium. C'est pour se partager les idées, attirer les investisseurs sur la Guinée. Mais le seul problème que nous avons, c'est que nous ne faisons pas le choix des bons investissements pour le secteur minier en Guinée. Ça veut dire quoi? La réalité est que nous nous sommes focalisés sur l'industrie bauxitique en Guinée. Uniquement l'industrie bauxitique. Or, nous les économistes, nous disons que l'industrie bauxitique ne va pas développer la Guinée. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée est très très faible. C'est ça que ça signifie. Autrement dit, la Guinée tire très peu d'argent des mines, alors que nous avons un potentiel énorme. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exporter près de 70 millions de tonnes de bauxite. Toutes les recettes que nous avons, c'est l'ordre de 300 millions de dollars, c'est très peu. Dans des recettes de l'ordre de 2 milliards. Les recettes minières ne représentent que 17%. Alors je dirais tout ce bruit pour rien. Et ce qui est encore plus grave, c'est que lorsqu'on exporte de la bauxite comme nous le faisons, c'est la terre rouge, simplement que nous prenons, nous mettons dans des camions et dans des bateaux pour envoyer ailleurs. Dans ces pays ailleurs où il n'y a même pas de bauxite, c'est eux qui ont des usines d'alumine. Et c'est eux qui tirent la valeur ajoutée. Peut-être je devrais expliquer le terme valeur ajoutée. La valeur ajoutée signifie ce que nous gagnons en tant que Guinéens comme masse salariale. S'il y avait beaucoup de travailleurs, on aurait gagné beaucoup de valeur ajoutée. Ce que nous gagnons en tant que Guinéens comme contribution budgétaire, si ces compagnies payaient beaucoup de taxes à la Guinée, nous allons gagner parce que le gouvernement va recycler ses recettes fiscales, ses taxes, ses redevances en goudron, en école, etc. etc. Aujourd'hui, malheureusement, la Guinée ne gagne pas beaucoup d'argent dans la bauxite. Non seulement nous ne gagnons pas beaucoup d'argent dans la bauxite, nous créons très peu d'emplois.
Puisque c'est la terre rouge que l'on envoie, ce n'est pas des usines que nous mettons en place. Ça veut dire que nous créons quelques boulots de chauffeurs et de machinistes. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait. Mais pendant ce temps, il y a 10 000 emplois créés, docteur. On nous a dit ça en 8 ans. Où sont ces 10 000? C'est ce qu'on nous a dit, 10 000 emplois créés. On vous raconte n'importe quoi. Où sont ces 10 000 emplois créés? C'est des histoires. Alors, on ne crée que des emplois de chauffeurs grosso modo, qui prennent la bauxite dans des camions pour les amener sur des barges, et des emplois de machinistes qui ramassent la terre rouge. À telle enseigne, c'est tellement mauvais qu'il y a des pays qui ont interdit d'exporter la bauxite encore une fois. La Malaisie, l'Indonésie ont décidé qu'eux, ils n'exportent plus de bauxite. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à mettre des usines d'alumine. Si vous ne voulez pas, vous restez chez vous. Parce que le dégât environnemental est catastrophique et on ne gagne pas d'argent. Ça ne sert à rien. Si vous prenez des grandes entreprises, vous avez le budget devant moi ici, chacun peut consulter, budget 2019. Vous verrez que c'est l'année dernière, CBG a payé 800 milliards les taxes sur les exportations. Cette année seulement 400 milliards. Pourquoi? Où sont partis les 50% de ces recettes? Vous verrez que SMB, qui fait 42 millions, je répète, 42 millions de tonnes de bauxite, CBG ne fait que 14 millions de tonnes, à peu près 3 fois CBG, paye 0 francs, 0 francs, je le répète, en taxe d'exportation, 0 francs. Qui paye 0 francs? La SMD. SMD. SMB, la société minière de Bokeh. Voilà, toutes les autres compagnies que je vois ici dans le budget de l'État, tout est 0. Même CBK, qui a payé un peu l'année dernière 22 milliards, même CBK paye 0 en 2019. Quand je regarde toute cette ligne, je ne vois que des zéros, des zéros, des zéros. CBK, ACG, Global Alumina, Rio Tinto, Belzone, SMB, SMD, tout ça c'est 0 partout. 0 taxe. Payé à l'État. 0 francs. 0 francs payé à l'État à l'exportation. Ça veut dire, c'est pour cela, lorsque j'ai entendu le président, le premier ministre Sidya Touré parler de 400 millions de dollars de pertes en recettes fiscales pour les sociétés minières, en réalité c'est un chiffre minimum. C'est un chiffre réduit, c'est beaucoup plus que ça. Mais pour vous donner une idée, 400 millions de dollars, c'est plus que ce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale nous apportent. Voilà, donc la Guinée est un pays paradoxal. On est en train de transformer en désert toute la zone bauxitique de Bokeh, où on ne gagne pas d'argent, où on ne crée pas d'emploi pour nos enfants. C'est une catastrophe. D'accord. Alors, docteur, il y a que les auditeurs patientent beaucoup. Il y a beaucoup qui veulent intervenir directement. Je rappelle que cette émission Terrain politique synchronisée avec la radio RMC et la radio Savari FM Sigiri et Savari FM de Kindia. Donc, toutes ces radios synchronisent en ce moment même cette radio. Et donc, dans le taux d'écoute en ce moment même, selon les ingénieurs de Savari FM, est de 6 245 193 auditeurs. Voilà. Donc, 6 245 auditeurs écoutent en ce moment même cette émission Terrain politique. Alors, peut-être Doudé, ces numéros, on va les livrer rapidement aux auditeurs pour leur permettre d'intervenir en direct. Ces numéros sont les suivants. Ils sont là. Voilà. Oui, il s'agit donc de 4 numéros qui nous sont proposés ici. 655 74 44 44. 655 75 75 75, 666 75 75 75 et 621 48 48 48. Voilà. Alors, donc les auditeurs, ces numéros sont pour eux, pour qu'ils interviennent directement par rapport à toutes les thématiques débattues au cours de cette émission. Donc nous attendons les appels d'ici là. En attendant, est-ce que voilà, docteur, sur la question sur les mines justement, moi je voudrais savoir, puisque de toutes les façons, vous le savez, vous avez été décidé à un moment donné de ce pays-là, on ne peut pas quand même s'en passer des mines. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un développement durable et équilibré quant à l'exploitation minière et au financement des grands projets? D'accord, vous gardez votre question en Lansana, on va prendre je peux répondre rapidement, c'est une très bonne chose. Rapidement, docteur. Alors, ce qu'il faut faire, les auditeurs sont rois en ce moment. Au lieu d'exporter de la bauxite, faisons des usines d'alumine et éventuellement d'aluminium. L'aluminium, par contre, demande assez d'énergie
C'est pourquoi la Guinée est un pays extraordinaire. Moi, j'ai rêvé, ma vision de la Guinée, c'est quoi? C'est de dire la Guinée, c'est la rencontre des cours d'eau et des montagnes. Lorsque les cours d'eau rencontrent les montagnes, on a énormément de possibilités de faire des barrages électriques. Si nous pouvons faire beaucoup de barrages électriques, on a la possibilité d'avoir des usines d'aluminium, parce que l'aluminium demande beaucoup d'énergie par électrolyse. Hein? Mais même sans cela, on peut faire déjà des usines d'alumine. D'accord, docteur, on a compris. L'usine d'alumine que nous avons date de 1955. On a compris le fond de votre pensée. Permettez qu'on prenne l'auditeur rapidement. Un premier auditeur qui se signale. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom, vous appelez d'où? Moi, je suis à Tigri. Alors, votre nom? Moi, c'est Traoré Tamba Ibrahim. Traoré Tamba Ibrahim nous appelle depuis Sigiri. Nous vous écoutons, monsieur Traoré. Ok, moi, je vais lui demander, au docteur Ousmane Kaba. Oui, allez-y. Ma première question, qu'est-ce qui lui a poussé de créer un parti? Ma première question. Oui, d'accord. Deuxième question. Pourquoi il a refusé de travailler avec le nouveau gouvernement actuel? D'accord. Alors, c'était tout. Merci beaucoup, M. Traoré, depuis Sigiri. Merci, bonne journée. Il y a beaucoup d'autres qui patientent. Alors, docteur, vous avez... Peut-être on va grouper ces questions, les différentes questions. Au bout de 5 questionnaires, vous allez répondre. Allô? Comme vous voulez. Hein. Mais on peut répondre aussi question par... Parce que moi, je n'aime pas biaiser les questions. D'accord. La première question, elle est très simple. Pourquoi j'ai créé un parti? C'est pour conquérir le pouvoir. Maintenant, pourquoi le pouvoir? C'est pour réellement développer la Guinée. Est-ce que je ne pouvais pas développer la Guinée en tant que technicien? Ma réponse est non. Je ne voulais pas faire de la politique, moi. J'ai voulu être un technicien, un économiste. Notre travail d'économiste, c'est de développer un pays. C'est ce que nous avons appris. C'est ce que nous faisons depuis 30 ans. Mais je me suis heurté à l'impossibilité parce que les décideurs politiques, ils font ce qu'ils veulent. Nous demandons des usines d'alumine et ils exportent la bauxite brute. Voilà. Donc la seule façon de changer ça, c'est de prendre le pouvoir, donc de créer un parti politique. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il a demandé pourquoi j'ai refusé de travailler avec le gouvernement actuel. C'est simplement parce que le gouvernement a posé comme condition à mon inclusion dans le gouvernement, le chef de l'État a dit, il faut que je fusionne de nouveau le parti PADES. Je fasse disparaître le parti. C'est eux qui ont posé cette condition. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit non, je ne le ferai pas. Voilà. Et je rappelle que j'ai créé un parti parce que je suis un des fondateurs du RPG Arc-en-Ciel et que j'ai été expulsé du RPG Arc-en-Ciel pour divergence d'opinion. Lorsque le président s'est attaqué au Malinké dans des connotations ethniques, je me suis opposé et on m'a foutu dehors. Et lorsque j'ai demandé des micro-barrages et en Haute-Guinée et en forêt, on m'a foutu dehors. C'est tout. C'est les deux raisons. C'est noté. Alors, on va prendre un autre auditeur. On me fait signe qu'ils sont énormément nombreux à l'antenne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est qui votre nom? Vous nous appelez d'où? C'est Kamara Malik. Je vous appelle. Kamara Malik est parti. Donc, on prend... Il y a un autre auditeur qui nous appelle à partir de ce... Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? C'est Kamara Ousmane de Kouroussa. Kamara Ousmane nous appelle de Kouroussa. Nous vous écoutons, monsieur Kamara. Bonjour à votre invité. Oui, il est... Bonjour. Il faut dire Ousmane Kamara, c'est un modèle pour la Guinée. C'est un modèle. J'appelle à tout le monde de se rassembler, de venir dire Ousmane Kamara pour qu'il soit au pouvoir et pour nous enlever de ces désastres du gouvernement là. D'accord. Ok. Je dis bravo Ousmane Kamara. D'accord. Alors merci beaucoup. Lui nous appelle depuis Kouroussa, monsieur Kamara. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, oui. Bonjour. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Kouroussa, c'est-à-dire Pater Condé. Kouroussa, hein? Kouroussa à l'honneur ce matin. Alors, nous vous écoutons, monsieur Condé. Oui, ça va, merci. Nous vous écoutons. Votre question pour notre invité, Dr Ousmane Kaba. D'abord, je dis bonjour à Dr Ousmane Kaba. Bonjour.
Rapidement, je passe sur la question du jour. La question du troisième mandat, la question du référendum ne sera pas une réalité en République de Guinée. Les urnes et les isoloirs du référendum ne seront pas posés sur le sol de Kouroussa. Kouroussa est déterminé à jamais. Nous ne voulons pas de troisième mandat, nous ne voulons pas de constitution. Le président de la République a prêté serment sur cette constitution, c'est cette constitution qui restera en République de Guinée. Aujourd'hui, le président de la République a un problème de maladie. Nous ne voulons plus de lui. Ça suffit. Ça va. Docteur, vous pouvez compter sur Kouroussa. Kouroussa dit non à un troisième mandat, au référendum, à part le référendum, à part la nouvelle constitution. Je vous remercie, docteur Ousmane Kaba. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis Lama Daniel, je vous appelle depuis Roi-Sandé. Depuis Roi-Sandé. Roi-Sandé, ça c'est où? Alors? Roi-Sandé, c'est où? Parce qu'il y en a un peu partout dans le pays. Ah, ok. Vous êtes à Sigiri ou Kankan, ou vous êtes où? Je suis à Sigiri présentement. Ouais, parce que je sais qu'il y a Roi-Sandé à Sigiri aussi. Alors, nous vous écoutons, monsieur Lama. Monsieur Lama. Ok, je voulais demander, docteur Kaba, est-ce que c'est normal pour une nation comme la Guinée qui accepte des entreprises et qui refuse de payer les taxes à l'État? Est-ce que cela... Allô? Oui, vas-y. Je dis... Compris. Je voulais demander, docteur Kaba. Oui. Est-ce que c'est normal pour une nation comme la Guinée de recevoir des entreprises qui travaillent sur le sol guinéen et qui refusent réellement de payer des taxes à l'État? Est-ce que cela est normal? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Lama. Merci, bonne journée à Sigiri. Merci beaucoup. Alors, on va permettre à Dr Kaba de répondre rapidement à cette question. D'accord, vous avez la parole. Écoutez, d'abord, je salue tous ces Guinéens de l'étranger. Ça me fait énormément plaisir. Mais je ne suis pas surpris parce que ces Guinéens sont généralement plus patriotes que ceux qui sont à l'intérieur. C'est extraordinaire. La Guinée, c'est comme ça. Dès que les gens sortent, ils deviennent très patriotes. Ils sont très, très intéressés au destin de la Guinée. C'est une excellente chose. Et je pense que la diaspora peut apporter énormément à la Guinée, pourvu qu'on leur offre des conditions qui leur permettent d'investir dans notre pays, d'envoyer leurs connaissances technologiques. Et leurs enfants ont fréquenté les meilleures écoles. La Guinée doit ouvrir les bras pour les recevoir et je pense que c'est un apport certain pour notre pays. Les questions qui avaient été demandées par Traoré Tamba, je crois, à Sigiri, j'ai répondu. Les autres, c'était pas tellement des questions, c'était des avis. Et j'en reviens, donc c'était le cas de M. Kamara Maliki, Kamara Ousmane, mon homonyme de Kouroussa, et Ali Kondé Baté à Kouroussa, et aussi M. Lama qui a demandé est-ce que c'est normal que ces entreprises ne payent pas de taxes à l'État? Bien sûr que c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le code des investissements. Quand certaines entreprises arrivent, on essaye de les attirer pendant un certain temps, on les exonère de certaines taxes. Mais la taxe à l'exportation, c'est un droit fondamental du peuple de Guinée. Personne ne doit renoncer à payer la taxe sur la tonne de bauxite qui sort de la Guinée. Taxe à l'exportation. N'est-ce pas? Il faut faire d'autres avantages pour les entreprises. Parce que c'est la terre rouge que nous n'avons pas fabriquée. C'est Dieu qui a mis ça pour la Guinée ici, pour l'ensemble des Guinéens. Pourquoi veux-tu que des entreprises viennent prendre cette bauxite, l'envoyer à l'extérieur sans payer de taxes à l'exportation? Je trouve que c'est scandaleux. Et si vous regardez le budget 2019, c'est un document officiel que je vous laisse ici, que tout le monde peut consulter. Vous verrez taxes à l'exportation. Toutes ces entreprises sont exonérées de toutes les taxes à l'exportation. Ça, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, on casse complètement Bokeh, qui est devenu presque une zone désertique. J'aime vraiment mal à mon pays,
Parce que si vous rentrez aujourd'hui dans toute cette partie de Kamsar, Kolaboui, Bokeh, la température a augmenté. Les centaines de villages ont du mal parce que les fleuves ont tari, parce qu'il n'y a plus d'eau, et les paysans n'ont pas de champs. Et c'est pour ça, quand on parle d'emploi du secteur minier, je dis, faisons attention. Moi, je suis un économiste, je ne suis pas un comptable. Ça veut dire, quand l'économiste regarde les emplois créés, il a une vue macroéconomique, une vue globale. Combien de villages ont été appauvris par rapport à ces 500 ou 600 emplois créés de chauffeurs? Donc quand on fait le calcul au niveau de la Guinée, eh bien c'est une croissance appauvrissante que nous avons en Guinée. D'accord. Alors, et ça a très peu d'impact dans la poche des Guinéens. Aux auditeurs. Les Guinéens ne gagnent rien là-dedans. Voilà, on va prendre d'autres auditeurs, peut-être 3-4, puisqu'on n'est plus par le temps. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis Baldé, je vous appelle depuis Ratoma. Monsieur Baldé nous appelle depuis Ratoma. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Et permettez-moi bien d'avant de remercier tous ces journalistes présents, également Dr Kaba. Bonjour docteur. Bonjour. Pour cette belle écoute radiophonique. Merci Baldé. Un des responsables des étudiants en médecine. Oui. Alors, permettez-moi d'abord de tirer grand chapeau pour ce séjour que vous avez fait à Dakar. Merci. Il est clair que ce que vous faites, nul autre ne le fait. Indéniable. Pas besoin de faire de la démagogie. Alors, ma première intervention, elle porte sur la formation. Sur cette formation, j'aimerais bien inviter, s'il y a d'autres acteurs qui veulent impacter positivement au sein de la communauté guinéenne, à s'investir. Parce que c'est ça l'avenir de ce pays. C'est la formation. Personne ne pourra baisser le droit de ce monsieur qui est là. Je ne suis pas là pour faire de la démagogie, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur, sur ce domaine. Il est en train d'œuvrer pour que la jeunesse guinéenne soit responsable, soit capable de supporter ce pays. Merci à lui. Merci beaucoup, donc, M. Baldé, qui nous... Oui. Merci. Depuis la point. Bonne journée à vous. Alors, peut-être un dernier auditeur, et puis voilà. On fait signe qu'il y a un autre qui appelle de ce côté-là. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je réponds au nom de M. Condé Salif, j'appelle de Sigiri. M. Condé Salif nous appelle depuis Sigiri. Oui, Sigiri, non? Oui. Allez-y. Voilà. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, je remercie Dr Kaba. Ma première question est la suivante. Au jour d'aujourd'hui, en analysant le comportement des politiciens, quelle est alors son analyse personnelle sur l'avenir politique de la Guinée? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'il a un plan de décentralisation de son apport sur la formation? Pour ne pas il a créé une université. Est-ce qu'il a un projet de décentralisation à l'intérieur du pays sur son apport à la formation des jeunes Guinéens? D'accord. Merci beaucoup, M. Condé. Merci. Oui, bonne journée à vous. Docteur, on va répondre à ces questions, et puis voilà, puisqu'on n'est plus par le temps. D'accord, je voudrais dire 2 ou 3 choses. D'abord, je remercie M. Baldé pour son appréciation. Je pense que c'est quelqu'un qui suit de très près, puisqu'il est étudiant en médecine à Kofi Annan. Il sait très bien que je ne suis pas du genre à raconter des salades. C'est ce que je dis, ils sont témoins de ça. D'une manière générale, je rappelle encore une fois, dans la réalité, l'éducation n'est pas la priorité en Guinée. La Guinée n'y consacre que 13% de son budget. Éducation, tous cycles confondus, primaire, secondaire, professionnel et supérieur. Nous ne dépensons que 13%. Les pays qui nous entourent, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, ont en moyenne entre 30 et 40% de leur budget uniquement dans l'éducation. Ça veut dire que les autres dépensent 3 fois plus que la Guinée dans le domaine éducatif. Et déjà, ils ont des budgets plus élevés que le nôtre. Donc, en valeur absolue, ça va de 1 à 10 ou bien de 1 à 20. Donc, l'éducation n'est pas la priorité en Guinée. Tout le reste, c'est du verbiage et c'est du discours. On nous dit qu'il faut faire l'enseignement technique. Je suis d'accord. C'est ce qu'on devrait faire. Mais l'enseignement technique demande des moyens que les écoles n'ont pas. Donc, c'est l'État qui doit aider à équiper les écoles. Vous savez que le prix de l'enseignement technique est bas alors que son coût est élevé.
Donc c'est très difficile pour le privé, en tout cas, de faire l'enseignement technique. Il n'y a que des écoles comme le Kofi Annan qui y arrivent à travers nos systèmes de BTS et à travers notre cycle d'ingénieur. Peut-être sa question était de savoir, est-ce que vous comptez maintenant d'autres universités? J'arrive, ça c'est après. Ça, c'est M. Condé Salifou à Conakry qui le demande. Je vais lui dire que pour le moment, on n'est pas capable de le faire. Vous savez que la politique du gouvernement, c'est d'étrangler les universités privées en Guinée. Pendant qu'eux, ils envoient leurs enfants dans les universités privées des autres pays. Donc, ils font tout pour pouvoir fermer toutes les universités privées en Guinée. Pendant ce temps, les universités publiques n'ont pas d'infrastructure. Les jeunes ne font que 2 jours de cours par semaine. Il y en a qui s'arrêtent à la fenêtre. Il n'y a même pas suffisamment de place pour s'asseoir sur un simple banc dans les universités publiques. On fait différemment de tous les autres pays, y compris l'Amérique, y compris les pays européens où eux, ils envoient leurs enfants. Dans tous ces pays, le secteur privé est sollicité parce que dans aucun pays au monde, l'État ne peut à lui seul supporter les coûts de l'éducation. Une partie des coûts est supportée par les parents à travers les institutions privées. C'est ce qu'on fait dans tous les pays. Au contraire, en Guinée, on cherche à les tuer sans pour autant investir dans les universités publiques. Vous vous souvenez des 4 universités, quand on a voulu enlever les boursiers dans les universités privées, le ministre est venu mentir ici. On va faire 4 universités dans chaque région naturelle. On n'est même pas au début de ces universités. Je pense qu'il faut être sérieux. On ne peut pas s'amuser avec l'éducation d'un pays, en faire un projet politicien. C'est une catastrophe pour la Guinée. Aujourd'hui, on est en train d'assassiner littéralement la jeunesse guinéenne. Ça me met hors de moi-même quand on parle d'éducation, parce que je sais le mal que l'on fait à notre pays. Peut-être on va aller au contenu des questions. Et maintenant, il a dit, ça c'est Condé Salifou, ce n'est plus M. Baldé. Salifou dit, compte tenu du comportement des politiciens, quel est l'avenir politique de la Guinée? C'est une question très vague, mais 1 minute. Non, pas du tout. Moi, je trouve que la Guinée a un bon avenir politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle jeunesse qui va venir prendre la relève. Et que cette jeunesse est mieux formée, elle est mondialisée, elle est plus technique, elle est plus ouverte. Nous sommes violés par la mondialisation. La question n'a jamais été et ne sera jamais pour ou contre la mondialisation. Nous y serons forcés de toute façon. C'est comment y aller à la mondialisation. Donnons les 2 clés à la jeunesse. Les nouvelles technologies, les langues internationales, ça c'est les 2 clés que nous devons donner à toute notre jeunesse guinéenne. Formons-la très bien depuis l'école primaire jusqu'au supérieur. Et l'enseignement technique, donnons les outils à cette jeunesse, d'où encore une fois l'importance de l'éducation. Pour que cette jeunesse puisse compétir dans le monde du 21e siècle. Je vais peut-être donner la parole à chacun pour sa dernière question. D'accord, moi j'ai 2 questions rapidement. Je vais vous entendre sur... Non, rapidement, 2 questions. On n'a plus pas le temps, on n'a plus le temps. Une question. Alors, une question, s'il te plaît. Docteur, bon, une question. Pourquoi choisir le PADES? Voilà. On m'accorde une seule question, donc... Le but pour les jeunes. Non, pour tout le monde. Pourquoi il faut choisir le PADES? Pour 2 raisons. D'abord, tous les jeunes, c'est un nouveau parti, les jeunes ont la possibilité de s'exprimer à travers des postes de responsabilité. Nous donnons la possibilité à tous les jeunes de faire des comités de base, des bureaux de base dans toute la Guinée. Et vous pouvez vous lever un matin et dire, bon, moi je vais former un bureau de PADES. Et vous le formez, vous nous contactez, on est d'accord avec vous. Voilà comment PADES fait. Chacun choisit sa place. À l'américaine. Voilà. C'est très ouvert parce que c'est un nouveau parti. Ce n'est pas comme les partis des années 90 où les secrétaires généraux de la jeunesse ont 60 ans. D'accord. Ils ont tous les cheveux blancs. Ça, c'est une première réponse. Maintenant, deuxièmement, pourquoi choisir PADES? Parce que le gros problème de la Guinée, c'est le problème économique. Pour une fois, on a un leader qui est un économiste. Donnons-lui la chance de changer notre pays. Voilà. D'accord. Alors, Jules, dernière question pour toi. Oui, est-ce que le Dr Ousmane Kaba est frustré? Mais bien sûr que je suis frustré. D'abord, je suis frustré en tant que technicien, en tant qu'économiste, c'est ce qui m'a amené à la politique. Je suis frustré parce que quand je ne partage pas les points de vue de notre leader du RPG Arc-en-Ciel, on me met à la porte. Donc je suis forcément frustré. C'est la raison pour laquelle nous avons fait avec d'autres amis un autre parti beaucoup plus dynamique qui s'appelle le PADES et qui va avoir le pouvoir en 2020. D'accord. Alors, Lansana, pour changer la Guinée. Justement, docteur,
ma question, c'est justement, tout à l'heure, vous avez dit dans votre introduction, la nécessité de faire envoyer, justement, la nécessité de faire envoyer l'élite guinéenne aujourd'hui dans la politique. Est-ce que le PADES, qui a cette vision pour une première fois, est en train de travailler à ce niveau-là? Si oui, est-ce que vous avez réussi par endroit à faire envoyer vraiment des élites au sein du parti pour s'intéresser à cette question? C'est une très bonne question et c'est vrai. Nous avons lancé un appel à tous les intellectuels guinéens, au lieu de rester à la maison de critiquer, de venir s'investir en politique à l'instar du Sénégal, pour qu'on puisse avoir des agrégés qui sont des ministres, etc., des grands intellectuels, les gars qui ont fait leurs preuves. Hein? Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent actuellement, qui ont la capacité technique. Et à Paris récemment, j'ai été contacté par des professeurs, des grands professeurs, qui viennent de la région de Fria, etc. Donc les gens commencent à réagir. Il faut qu'ils sachent que c'est un parti qui est complètement ouvert, c'est un parti nouveau, et nous aimons toute la Guinée. C'est d'ailleurs de ce milieu culturel que je viens de l'école guinéenne où tout le monde est regroupé. Donc moi je ne fais absolument aucune différence entre les Guinéens, j'adore tous les Guinéens. On ne peut pas développer un pays si on déteste les Guinéens. Alors, je vais finir par cette phrase. Généralement, les politiciens guinéens aiment la Guinée, mais ils détestent les Guinéens. D'accord. Alors, moi j'aime la Guinée, j'aime les Guinéens, c'est différent. Ça dépend, les autres vous diront la même chose. Hein. Alors, la question que je pose, docteur, c'est la dernière. Quel est aujourd'hui le taux de croissance de la Guinée, puisqu'on a entendu les chiffres officiels qui sont quand même élogieux? Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Encore une fois, la Guinée a une forte croissance en 2017 et 2018 par l'entrée en production des industries bauxitiques. Et ce taux de croissance est calculé en termes de produit intérieur brut, PIB. C'est la richesse créée sur le territoire des Guinéens. Ça ne veut pas dire que ça appartient à la Guinée. Première chose. Et j'ai dit tout à l'heure que l'industrie bauxitique n'apporte ni emploi, donc ni masse salariale, ni taxe. Donc ça n'apporte pas grand-chose à la Guinée. C'est pourquoi les autres pays refusent d'exporter la bauxite. Hein? Et par contre, ça détruit complètement l'environnement du côté de Kamsar-Bokeh avec tous les désagréments que cela pose, avec des milliers de paysans qui sont délogés de leur village et qui retombent dans la pauvreté la plus absurde. Ayons un peu pitié de notre pays. Mais depuis lors, le taux de croissance est en train de tomber aux alentours de 5%, qui est le taux normal en Guinée. Voilà. On est autour de 5%. Mais bien sûr, parce que c'est ponctuel. D'accord. C'était ponctuel, c'est en train de tomber. Regardez le taux de croissance maintenant. Et puis c'est basé sur quoi? Si on avait au moins une croissance économique basée sur l'agriculture qui préoccupe les 3/4 de la population guinéenne, en ce moment, on aurait eu une croissance qui enrichirait les Guinéens moyens. Ce n'est pas le cas. Et qui serait durable. Okay. Ce n'est pas le cas. Donc c'est une croissance minière appauvrissante, parce que c'est une croissance basée sur la bauxite. C'est une croissance qui est ponctuelle, qui n'est pas durable. Parce que chaque année, il y a des limites physiques. On ne peut pas avoir de nouvelles unités bauxitiques qui font 40 millions de tonnes de bauxite. Donc, dès lors que ça c'est fini, ça tombe. Je rappelle que la croissance, c'est la création de la richesse d'une année par rapport à l'année précédente. Quand vous avez déjà créé la richesse en 2017-2018, vous ne pouvez pas continuer en 2019 parce qu'il n'y a pas de nouvelles mines de bauxite.